Bon, on va quand même commencer par une question relativement classique pour s'échauffer, même si j'ai l'impression que t'as pas besoin d'échauffement. Toi, t'es toujours chaud, j'ai l'impression qu'il y a pas de souci. Est-ce que quand même que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier concrètement chez Ankama aujourd'hui? Ça dépend des missions. Généralement, quand il s'agit de missions d'animation, il s'agit de donner vie à des personnages. Donc, on me donne un design, un descriptif d'intention, et en fonction de ça, j'essaie de caractériser le personnage de la manière la plus cohérente avec les informations qu'on me donne. Là, il y a la saison 5 qui va être annoncée en Kickstarter. Ou en tout cas, elle l'est déjà au moment où la vidéo est sortie. Donc, comme la saison 4, vous faites un financement participatif. Mais la saison 4, en tout cas, moi j'avais l'impression que c'était censé être la saison finale. Et au final, on se retrouve avec une saison 5 et vous annoncez même 26 épisodes. Ça veut dire que vous avez encore beaucoup de choses à raconter au final. La série Wakfu, c'est un peu, selon ma perception à moi, une série en sursis constant. Dans le sens où c'est censé être toujours la dernière saison. Parce que au moment où la saison se produit, effectivement, c'est la dernière, parce que il y a pas d'opportunité future qui se présente à ce moment-là. Enfin, Todd écrit les scénarios de manière à ce que ça se termine, ou en tout cas l'arc global, se termine à ce moment-là, et il envisage toujours d'écrire la suite sous la forme d'un manga, d'une BD, ou dans un jeu vidéo, parce que à ce moment-là, en fait, les portes se ferment. Donc c'est la dernière saison. Quelques années plus tard, d'autres opportunités apparaissent et la possibilité de faire une saison supplémentaire. Et donc ce qui n'a pas été raconté en manga, se raconte sous la forme d'une nouvelle saison. Tout comme la fin de saison, la saison 3, ça devait être la dernière. C'était la dernière fois où on pouvait montrer en image, en animation les héros, et la suite devait se raconter sous d'autres médias. J'ai envie de partir un peu sur la direction artistique maintenant, qui au fil des saisons, je trouve, a quand même bien évolué. Quand aujourd'hui, après avoir regardé la saison 4, on retourne sur une saison 1, ça fait ce petit choc de « Ah ouais, waouh, je me rappelais pas que c'était comme ça ». Tellement la transition a été faite de manière relativement fluide. Et parlons du générique, qui selon moi est quand même iconique. On perd au fil des années ce côté cartoonesque, un peu les contours noirs presque, on perd un peu de traits, certains traits, et ça devient de plus en plus lisse. Est-ce qu'il y a une volonté de rentrer dans certains codes actuels, ou même de rendre la série plus adulte, ou est-ce que c'est à d'autres raisons en fait? En fait, c'est, je pense, à mon sens, encore une fois, que c'est le cumul des interactions de plein de personnes qui font en fait évoluer la direction artistique globale, le visuel global de la série. Mais d'une manière générale, et je pense, je parle pour tout le monde, c'est avant tout l'expérience. C'est ça en fait, quand on a démarré la série, je crois que la seule personne d'expérience, donc ayant déjà travaillé sur une production animée, c'est Kim, qui avait bossé au studio Pierrot sur Naruto et Bleach, tout ça. Hormis lui, en fait, on était tous originaires du jeu vidéo. Donc on a commencé, on a fabriqué une série un peu comme on fabriquait un jeu vidéo. Le côté assez cartoon du personnage, avec assez peu de détails, qui vient des contraintes de Flash, et du coup qui a en partie participé au succès de Dofus. Le fait d'avoir le moins de détails possible, le moins de vecteurs possible. Ça permet d'avoir des fichiers beaucoup plus légers. Et ça a influencé très fortement la stylisation des personnages. Et du coup, c'est des questions plus générales, c'est ça? Un petit peu plus général, parce qu'en fait, avec les profils, donc Kim, Kozal, on va vraiment dans du ultra technique, machin. Donc, toi, je sais, tu fais sûrement plein d'autres choses qui sont très niches aussi, mais j'ai l'impression que t'étais le profil peut-être un peu plus général. Vu que c'est ce qu'on m'a vendu en tout cas. J'ai tout vu. T'as tout vu en fait, c'est plutôt ça. C'est plus ça, tu vois, comme je parlais de la fin de la série, début de la série. Vraiment, on avait zéro expérience. La série Wakfu s'est signée en quelques jours à peine. Ça se fait jamais en fait. Il y a le directeur de programme jeunesse qui est venu rencontrer Todd. Il a vu quelques trucs, quelques séquences animées qu'on avait fait pour le jeu vidéo. Et 2 semaines après, c'était signé pour 2 saisons de 26 épisodes. Alors qu'on avait zéro expérience. C'est que à ce moment-là, on était, j'exagère sans doute, mais on était genre 5. On était moins de 10. Moins de 10 à bosser, vraiment sur la partie animation. Le premier test, vraiment d'animation qu'on a fait, le tout premier, c'était vraiment l'introduction du jeu Wakfu MMO, quand t'as Ogrest qui hurle sur sa montagne, qui défie les joueurs. Du haut de sa montagne. C'est la toute première fois où on a vraiment où on a mis de côté en fait, la perspective isométrique de Dofus. Pour apporter un minimum de mise en scène. Et le deuxième pas en fait qu'on a franchi, c'était le court-métrage de Goultard.
Ok, Où ouais, là, on s'est dit, d'accord. ok, c'est bon, maintenant, on fait du dessin animé. Et on s'est cassé les dents sur plein de trucs, hein, mais globalement, ça a permis de débloquer certaines techniques. Tu parlais des animateurs qui ont fait des passages dans l'animation japonaise sur Pierrot et compagnie. Aujourd'hui, tu considères que l'animation française, elle a un peu sa patte qu'on n'a peut-être pas chez l'animation japonaise ou chinoise, ou est-ce qu'on a encore des choses à envier à ces pays-là? C'est intéressant comme question. La culture japonaise, elle s'est distillée au fil des ans dans tous les pays. Ça s'est très largement internationalisé, même dans les longs métrages, même dans les films. Je veux dire, les films live, tu retrouves des codes de mise en scène japonaise. Ce qui est marrant, c'est quand tu regardes, c'est super intéressant comme question en fait, vraiment. Je trouve c'est intéressant, ouais, ça fait réfléchir. Mais quand tu regardes les dessins animés, que ce soit chinois, hongkongais ou américains, même si tu sens les inspirations japonaises, ils gardent quand même un caractère fort de leur culture. Tu vois, par exemple, tu regardes des séries comme Tortue Ninja, assez récentes, le traitement visuel et garde le visuel des comic books. Par contre, la mise en scène, elle lorgne vraiment sur l'animation japonaise. Les dessins animés, notamment long métrage chinois, tu vois que idem, ça, en termes de mise en scène, ça vient flirter avec la mise en scène japonaise. Par contre, c'est toujours la surenchère. C'est une surenchère de détails, de couleurs, c'est flamboyant. Là où l'animation japonaise a quand même une certaine forme d'équilibre. Tu vois qu'il y a quand même des fortes contraintes économiques et puis une direction artistique très ancrés en fait dans leur culture, même si globalement j'ai l'impression qu'on pourrait dire que l'animation globale c'est japonisé, je pense. Il y a des codes de la culture japonaise qui sont aussi assimilés en fait. Tu vois, quand j'étais gamin, représenter dans une bande dessinée un corbeau qui passe n'est absolument pas la même signification qu'aujourd'hui. Dans le manga, en fait, le fait de faire passer un corbeau avec les 3 petits points, c'est petits points de suspension, c'est pour temporiser une action. Oui. Aujourd'hui, c'est assimilé, tu comprends l'image. Il y a 20 ans de ça, personne ne comprenait en France. Okay, parce que je vois ce que tu veux dire. La culture japonaise n'était pas encore suffisamment comprise ou en tout cas distillée dans notre culture à nous. Très bon exemple avec le corbeau, je suis d'accord. Bon, là, on passe du coq à l'âne, on passe sur un autre sujet. J'ai une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que j'ai besoin de me généraliser ou de me spécialiser dans un domaine? Et donc, chez Ankama, il y a tout type de profil, j'ai l'impression beaucoup de spécialisés. Et toi, aujourd'hui, comment tu te positionnes là-dessus si t'es en mode recrutement? Est-ce qu'il y a des gens spécialisés, généralistes ici? Comment ça se passe? Pour recruter, c'est clair que je vais chercher plutôt personnellement, des spécialistes dans leur domaine. Ouais. Si c'est quelqu'un qui démarrait en fait dans sa carrière, il vaut mieux commencer, je pense, c'est mon avis personnel, commencer d'abord de manière généraliste. Ça te permet déjà de te tester sur différents sujets et de pas te lancer à corps perdu dans une branche qui, à la fin, ne te conviendra peut-être pas forcément. Donc je pense que pour quelqu'un qui se lance, il vaut mieux toucher un petit peu à tout. Moi personnellement, quelque chose dans lequel je crois beaucoup, c'est qu'il faut absolument être en accord avec soi-même. Ça sert à rien de se lancer dans un job ou dans une carrière qui ne nous plaît pas forcément. Il y a l'image en fait qui est projetée d'un certain poste et ton vécu. Quand tu fais vraiment ce travail, on parle de l'animation, voilà, ça rayonne, de partout. Tu vois le produit fini. Par contre, il y a peu en fait d'expériences racontées concrètes et réelles, sans embellir en fait les situations qui sont exposées au grand public. On parle jamais des situations compliquées qu'on peut rencontrer dans une production, parce que voilà, c'est des productions qui sont intenses en termes de délai. Et le délai, c'est l'argent en fait. Et t'as déjà ressenti des frustrations chez certains profils spécialisés qui voulaient aller plus loin? On est constamment frustré, on est frustré de la vie de bout en bout, parce qu'on n'arrivera jamais au bout de ce qu'on veut. On est toujours en quête de l'oiseau bleu. Enfin, tu vois, c'est qu'on veut toujours un truc. C'est le but aussi, c'est le but du métier, le métier artistique au global. Un truc que c'est paraître cliché, mais un précepte que je me répète souvent, c'est que ce que je fais aujourd'hui doit absolument être mieux qu'hier et sera forcément moins bien que demain. Et dans le cas d'une production, en fait, encore une fois, je reviens sur cette idée, sur cette aura en fait qui est véhiculée. Quand le public voit le produit fini, il juge un produit qui est qui est terminé, mais il connaît pas toutes les étapes en fait de fabrication. Et les personnes qui sont derrière non plus, en sortant de la salle de ciné, on a un avis assez tranché, c'est bien, c'est pas bien.
Mais on a passé juste 1h20 devant un programme, alors que la production a peut-être duré 3, 4, 5 ou même encore plus. Et sur cette durée de production, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est il doit y avoir des process et des règles pour se passer les fichiers entre chaque pôle qui sont assez strictes et que j'imagine qui ont évolué avec les années. On fait quoi, dans quel ordre, en simplifiant, pour arriver à une scène finale dans, par exemple, Wakfu, ou alors Bestial, ou... Alors, on fait jamais toutes les choses en même temps. C'est une manière extrêmement séquencée, c'est une chaîne de production. Et ça, c'est vraiment c'est important de comprendre le sens de ce mot-là. C'est vraiment une chaîne, comme une chaîne, je dirais plutôt une chaîne de tank. Tu sais, tu vois, le tank? Oui. Voilà. Truc assez massif, très lourd, dense. Une fois que c'est lancé, tu peux plus rien y faire. Et c'est là où ça devient très compliqué, c'est que entre le moment où le scénariste pose les premières lignes de texte, du script, et la fin de production où tout est fini, il peut se passer plusieurs années. Donc dans le process général, le script est écrit par une ou deux personnes. Ensuite, le script est mis en image par le storyboard. Donc on peut avoir un storyboarder ou plusieurs, ou une petite équipe. Donc le travail est de vraiment mettre en image le texte, l'équivalent d'un metteur en scène en fait. Bien sûr. Donc le storyboard peut être fait avec des dessins très rudimentaires, avec des bonhommes patates littéralement, ou avec un dessin très poussé, de manière à cerner les intentions et de verrouiller de minimiser la mauvaise interprétation par les équipes suivantes. Parce qu'au plus on descend dans la chaîne de production, au plus il y aura de monde, au plus il y aura d'intervenants. Et le but d'une production animée, c'est d'avoir quand même un produit homogène de bout en bout. Donc le scénariste, sa vision doit être respectée de bout en bout, malgré qu'il peut avoir des centaines d'intervenants dessus avec des cultures différentes, des intentions différentes, des envies différentes. Et c'est là super affiné du coup. C'est ça. Avant d'arriver vers tous les pôles où c'est ça. Et donc une fois que le storyboard est posé, il y a alors ça dépend toujours du type de production, du pays dans lequel ça se produit, mais dans tous les cas, avant même de commencer à dessiner les personnages, il faut poser la composition d'image. Donc il y a le metteur en scène, storyboarder, qui va régler les cadrages de caméra. Moi, je me représente ça un peu comme une phrase. Une phrase est construite avec des mots, des adjectifs, des verbes, et c'est construit et articulé. Donc les plans sont assemblés de manière à ce que ce soit cohérent et compris par n'importe qui, même par des gens qui ne sont pas éduqués à la mise en scène. Ça doit se lire de manière naturelle. Et une fois que c'est fait, il y a l'étape de la composition d'image. Donc au plus on va descendre dans la chaîne de production, on va préciser les choses. C'est là où, pour préciser, on a besoin d'un maximum de gens. Les personnes qui vont commencer à dessiner les décors traits, donc les layouts qui vont définir la composition d'image. Et ensuite, il y a d'un côté les décors couleurs, d'un côté l'animation, avec aussi les FX, le compositing, jusqu'au montage final. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment la chaîne de production bien intègre et encore une fois imperturbable. Trop bien, je voulais entendre storyboard, je voulais voir comment ça se passe ici. Mais oui, j'imagine que c'est à peu près partout pareil. Et je voulais voir s'il y avait peut-être une recette en Kama un poil différente ou quelque chose que... Dans le détail, oui, on fait les choses différemment. Oui, par contre, de manière générale, il n'y a pas beaucoup d'autres façons de faire. Certains points de détail qui peuvent différer, qui peuvent réagencer dans un certain ordre. C'est par exemple quand un personnage doit chanter ou danser. Ça repose essentiellement sur le son, sur le jeu d'acteur. Et donc il faut en amont de l'animation avoir au moins le chant. Sinon c'est compliqué. Parce que l'animateur ne peut pas animer s'il n'a pas la chanson. Et s'il anime sans avoir la chanson, derrière c'est le comédien ou l'interprète qui va chanter, qui aura toutes les peines du monde à poser sa voix sur un personnage qui de toute façon n'a pas été pensé pour représenter un chant. Ankama a vraiment, je trouve, cette image de débrouillard, tu le disais tout à l'heure, on en discutait à la pause. Vous avez fait toujours les choses de manière au feeling, au début, en tout cas au tout début. Et d'ailleurs, dans toutes les interviews qu'on peut voir sur YouTube, c'est à peu près toujours ça que vous dites, c'est que si y a personne pour nous aider à financer les choses, tant pis, on le fera nous-mêmes. Et du coup, dans cette image vraiment débrouillardise, on va y arriver quoi qu'il arrive, j'ai envie de savoir un peu comment vous vous placez sur l'IA. Parce que du coup, c'est vraiment l'opposé, je trouve, de la vision Ankama. C'est vraiment les deux extrêmes, j'ai l'impression. Et à la fois, est-ce que c'est un truc que vous allez peut-être implémenter? Parce qu'on pourrait prendre votre univers entier, prendre toutes les images, le mettre
le donner à une IA, et en fait, je suis sûr qu'il est capable de sortir une suite, quoi. Limite, c'est ça qui est fou. Alors, c'est vrai que l'IA, c'est compliqué. Enfin, ça fait vraiment flipper. Je peux pas parler au nom d'Ankama parce que voilà, mais avis, moi, mon avis personnel, je comprends tout à fait. Enfin, les artistes qui veulent lutter contre l'IA. Mon sentiment personnel, ça n'implique que moi, c'est que c'est peine perdue, c'est déjà joué en fait. Donc on peut pas lutter contre l'IA. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à l'utiliser. Alors c'est vrai qu'il y a tellement d'IA différentes, de tellement d'usages différents que ça révolutionne en fait même notre quotidien. On en parlait tout à l'heure. Je me suis formé à la 3D quasiment grâce à l'IA. C'est ouf, ça c'est un petit coup de chat GPT parce que c'est hyper réactif. Tu t'adresses directement. T'as un enseignant personnel qui s'adapte à ton niveau. Tu peux lui poser des questions hyper précises et même lui faire donner des captures d'écran pour montrer en fait ton problème et ce que tu attends comme résultat. Pour moi, c'est un gros avantage et ça sert à rien de lutter, d'essayer de nager à contre-courant. On est déjà emporté de toute façon, donc faut essayer de trouver sa voie là-dedans. Alors il y a des trucs qui font extrêmement peur. Hein. Je vois les comédiens de doublage, même dans le jeu vidéo, je vois des vidéos d'IA générative de jeux vidéo où en fait tu donnes en quelques prompts l'intention d'un jeu vidéo, il génère un jeu vidéo. Donc t'as même plus en fait de jeu installé. Le jeu vidéo se génère image après image selon tes choix. Ça, c'est vertigineux. Hein. Alors quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait des études de bande dessinée aux Beaux-Arts et donc les profs de BD, qui étaient professionnels dans le milieu, refusaient qu'on utilise l'ordinateur pour faire les planches de BD. Voilà, aujourd'hui un dessinateur qui n'utilise pas l'ordi, c'est insensé. Oui. C'est insensé. J'ai l'impression de revivre en fait les mêmes choses. En fait, on revit la même. Pas forcément au même degré. Les LIA, c'est quand même beaucoup plus inquiétant. De toute façon, on sera emporté dedans, c'est certain. Je pense que c'est à chacun de trouver un moyen d'utiliser cet outil à un bon escient en fait. Oui, c'est ça, parce que je trouve qu'un exemple bon escient utilisé chez Ankama, c'est par exemple l'upscale. Là, si on part dans Dofus, l'upscale des cartes en 4K pour avoir une meilleure qualité. Ouais. Là, pour le coup, je trouve que c'est une utilisation d'IA qui fait juste gagner des milliers d'heures. Ouais, c'est sûr. Au lieu de faire à la main chaque asset en Full HD. Et si on part un peu sur du jeu vidéo, j'ai envie un peu de parler des animations. Donc tout a été revu depuis Dofus Unity, Dofus 3. On a des nouveaux sorts, des nouvelles animations de personnages. Depuis l'idée de l'animation jusqu'à l'animation est dans le jeu, ça doit être complètement différent que d'une production animée. Là, on parle de développement qui est impliqué, etc. Ouais. Ce qui différencie l'animation, série du jeu vidéo, c'est avant tout le côté dynamique et interaction du joueur. Dans le sens où, sur une série animée ou une production en fait vidéo, les images se déroulent les unes après les autres et le spectateur est de ce fait, uniquement spectateur, il peut pas intervenir, il peut pas être acteur en fait des choses. Ça fait que tout est linéaire et c'est pour ça qu'on a besoin d'un storyboard. C'est que le metteur en scène va mettre en scène l'animation, le déroulement sera toujours le même, quel que soit le choix du spectateur. Dans le jeu vidéo, le joueur est acteur en fait de la mise en scène. Donc on doit faire des animations qui ne soient pas trop longues, qui soit hyper réactive, donc ça veut dire ne pas faire des anticipations trop longues. Quand un personnage produit un mouvement, on lance un sort, il doit pas anticiper ce mouvement trop longtemps. Une autre donnée aussi à prendre en compte, c'est le game design. L'animateur ou l'artiste peut avoir des envies. À la fin, de toute façon, c'est le game design qui détermine comment le personnage doit agir, parce que c'est les règles du jeu. C'est le game designer qui définit que ce sort-là va produire tel effet de zone ou à distance. L'animateur va agir en tant qu'artiste pour produire, si c'est un sort de feu par exemple, produire la plus belle flamme. Et son boulot, ça s'arrête là. Le meilleur exemple, c'est les jeux de baston. Tu vois, dans Street Fighter, t'appuies sur un bouton, le personnage exécute son action tout de suite. C'est instantané. Le penchant extrême opposé. Alors c'est plus vraiment le cas maintenant avec les dernières versions de Final Fantasy, mais il y a encore quelques années, les jeux tour par tour, tu vois, les Final Fantasy, c'était le canon absolu en fait, le canon artistique, au sens où ça représentait toujours le nouveau sommet en fait à atteindre, les plus belles images, les plus belles cinématiques, les plus beaux FX. Et en fait, dans ces jeux-là, passer l'émerveillement en fait des premières heures,
tu t'en peux plus de regarder les cinématiques, tu veux juste que le personnage lance le sort. Et c'est super intéressant aussi comme discussion parce qu'il y a tous les ans, enfin t'as des jeux comme ça qui poussent en fait la fusion en fait des deux médias un peu plus loin. Il y a les Final Fantasy, puis il y a aussi Hellblade. C'est un jeu narratif. Le paquet en fait est mis sur la mise en scène. C'est super beau visuellement évidemment, mais c'est une mise en scène narrative malgré que le joueur soit en constante interaction avec son environnement. Et c'est super intéressant parce que tu oublies totalement que t'as une manette entre les mains. T'as pas de HUD, t'as pas de point d'expérience, t'as pas d'équipement, quoi que ce soit. Tu joues en fait à un film et c'est super intéressant comme expérience. Et tu trouves que c'est encore niche ou est-ce que c'est potentiellement un futur? Parce que j'ai l'impression que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est quand même, faut que tout aille vite, que de plus en plus vite et qu'on ait tout le temps des récompenses de dopamine tout le temps. Et que du coup, ce que tu es en train de me décrire là, c'est vraiment l'inverse, quoi. Un jeu d'auteur. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est comme tout comme le cinéma, t'as un cinéma d'auteur, cinéma d'action. Et je pense aussi que, l'IA, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, permettra de produire un contenu quasi infini et adapté, à la demande, adapté aux joueurs. Pour revenir sur la discussion, sur l'IA, je suis à la fois effrayé, émerveillé, par les avancées. Tu vois, le fait d'avoir un jeu vidéo qui s'auto-génère, sous mes yeux, je trouve ça assez incroyable. Tu dis, mais... Quand tu te revois, justement, il y a 20 ans, où que tu disais que tu étais en train de créer des jeux vidéo, tu disais ça tout à l'heure avec Tot, vous étiez dans la même classe, tu créais des jeux vidéo, et ton prof, si j'ai bien compris, refusait de croire que c'est toi qui étais en train de le créer. Ouais, parce que t'imagines bien, donc on était en formation infographie, un projet de fin d'année à faire, et puis il rentre dans la salle de cours, et puis il nous voit avec une manette dans les mains, à bouger un bonhomme, sur l'écran, il se dit... Qu'est-ce qu'ils font ces cons là? Ils sont pas en récré quoi. C'est bref. Et en fait c'est vous qui l'aviez. Ouais, voilà, c'est parce que ça partait avant tout d'une envie. C'était un processus quand même assez long parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec les plateformes comme Unity et Unreal, je vais pas dire que c'est plus simple, mais en tout cas c'est plus accessible. Sur une plateforme, t'as plein de métiers et d'outils en fait rassemblés sur une seule et même support. Alors que quand on a commencé, on découvrait tous les différents métiers comme ça from scratch. Ce qui à la fois m'émerveille et m'effraie dans l'IA, c'est que bientôt, tu pourras littéralement faire ton jeu en quelques prompts. Et sans réelle connaissance, au final. Sans avoir fait travailler ton cerveau. C'est ça. Parce que toi, pour le coup, tu as toute cette expérience de débrouillardise, je fais moi-même, chose qu'une génération plus tard n'aura peut-être plus du tout, car assisté continuellement. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a peut-être aussi ce truc de, vu qu'on est continuellement assisté, il y aura peut-être un moment où l'IA va piocher dans des choses moins bonnes, au fur et à mesure, et du coup, ça peut rire en termes de connaissances. Après, c'est des théories, mais... En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à ça, parce que ça, comme je dis, le côté technologique qui est assez fascinant, et en même temps qui fait tellement peur. Il arrive un moment où t'auras pas forcément besoin d'avoir des connaissances ni artistiques, ni de game design, pour avoir un produit qui correspondra à une certaine demande. Et c'est fou de se dire que tout ça, entre maintenant et il y a 20 ans, avec la old tech, les vieux, où toute la tech était en plastique, etc. Et voir ça maintenant, toi, t'as vraiment vu tous les stades d'évolution. Moi, j'ai grandi, il n'y avait pas Internet, j'imagine. Bah ouais, c'est ça. Au début, d'Internet, pour jouer avec un pote, on devait, demander aux parents, de pas décrocher le téléphone. On s'appelait avant. Bon allez, tu lances ton modem dans 5 minutes, tu raccrochais, et puis t'attends, et puis et la facture, vraiment, je pense vraiment dans les prochaines années, ce sera pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans les prochaines années, on verra le premier film généré entièrement en IA au cinéma. C'est en fait je pense vraiment, c'est que ma conviction, mais je vois pas. Puis mon côté un peu pessimiste. Juste pour finir là-dessus, chez Ankama, ça vous empêchera pas, en tout cas, tu le sens pas, de continuer à produire votre vision, vos scénarios. Ouais, il y a pas de. Ça va pas trébucher. Pour l'instant, en tout cas, il y a pas d'IA et on fait tout encore, à la main entre guillemets, parce que on est sur des tablettes. Mais tu vois, c'est aussi un truc, le passage il y a 20 à la ans, main à la tablette, ça devait être en mode, il y avait un peu la même vision de mais c'est trop simple maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, c'est qu'une question d'acceptation aussi. Encore une fois, l'IA,
Il y a tout le côté juridique aussi qui pose question. Oui, c'est ça, de piocher dans des choses qu'on n'a pas forcément accepté d'être pioché dedans. C'est plutôt ça, alors que effectivement un passage de papier à tablette, on est sur autre chose. Il n'y a pas eu de vol de contenu. Vol, faut voir comment on le dit. Mais ok, merci Curie, c'était super intéressant. C'était cool, mais c'est intéressant comme question là sur l'animation japonaise. Sur l'animation globale, de quelle part, l'animation japonaise on retrouve dans les différentes cultures. Je pense que c'est pas une question d'envie ou une question de culture, c'est avant tout les diffuseurs. En France, c'est le diffuseur qui détermine sa ligne éditoriale, et donc forcément le produit, qui va coproduire ou qui va acheter doit répondre à sa ligne éditoriale. Donc c'est lui qui choisit, ce qu'on regarde à la télé. C'est le diffuseur. Le diffuseur va choisir sa ligne éditoriale en fonction des espaces publicitaires qu'il veut vendre. C'est comme ça qu'il se finance. Au Japon, c'est les studios qui payent pour être diffusés. Donc en fait, les studios, c'est pour ça qu'il y a tout un merchandising qui est pensé dès la fabrication des scripts, notamment les Pokémon, les Beyblade et compagnie, parce que c'est une source de revenus qui va directement au studio ou en tout cas au consortium des studios. Et puis il y a la culture aussi qui fait que en France, le dessin animé est encore trop considéré comme un média pour enfants, alors qu'au Japon n'importe qui bien sûr, dessin animé, oui, ça c'est un truc de c'est vrai que dans le commun des mortels c'est encore animé pour les enfants en France un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc là effectivement, clairement alors que non, on sait que non, mais ouais. Ok, super cool, merci beaucoup. Pas de quoi. On a tout.